Son fils a été assassiné en 2012 par Mohamed Merah lors d'un attentat terroriste. Je me suis trouvée dans ce quartier du Zizar et j'ai tombé sur un groupe de jeunes. Il m'a dit, vous savez pas madame, Mohamed Merah c'est un martyr, c'est un héros de l'islam, il a mis la France à genoux. Vous regardez pas la télé, vous lisez pas les journaux. Et je l'ai regardé, j'ai dit mon Dieu, ils me l'ont tué 2 fois. Depuis, elle milite auprès des jeunes pour lutter contre la radicalisation, le racisme ou encore le communautarisme. Je m'appelle Latifa Ibn Ziaten, j'ai fondation présidente de l'association Aïmad pour la jeunesse et la paix. Mes origines, je suis marocaine, de confession musulmane et je suis française. Je suis entrée en France depuis 1977, voilà que je vis en France et j'ai fondé une famille, j'ai 5 enfants et je œuvre aujourd'hui pour la paix et le vivre ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, pensez à mettre un j'aime, mettre un commentaire et à vous abonner en activant la petite cloche, c'est super important pour nous soutenir. Si vous appréciez notre travail, sachez que toutes nos émissions sont disponibles en version audio sur les plateformes de podcast. On vient aussi de lancer une newsletter qui est disponible tous les vendredis dans laquelle on revient sur le débat de la semaine. Cette newsletter est complètement gratuite et elle vous aide à vous forger une opinion sur ce qui s'est passé dans la semaine. Vous pouvez retrouver tous les liens en description. Bonne vidéo. On a oublié mon fils. Oui. J'ai transformé mon chagrin en combat. Oui. Les jeunes se sentent perdus aujourd'hui. Oui. Depuis l'assassinat de mon fils, rien n'a changé. Non. En France, il y a des amalgames autour de l'islam. Oui. Parler de religion, c'est tabou. Oui. Les quartiers populaires sont laissés à l'abandon. Oui. Les émeutes ne servent à rien. Non. Le communautarisme est un danger imminent. Oui. L'État français est encore laïque. Oui. Certains parents ont baissé les bras. Oui. La religion appartient à la sphère privée. Oui. L'école intègre tout le monde de la même manière. Oui. On connaît mal la réalité de la vie dans les cités. Oui. La violence peut être utile. Non. La menace terroriste a évolué depuis 2012. Non. L'apaisement est possible. Oui. Quand vous vous êtes présenté tout à l'heure, vous avez donné votre origine, votre confession. Aujourd'hui, c'est important en France de se présenter, d'expliquer d'où on vient, quelle est sa confession. Je me suis toujours présentée parce que je suis fière de mes origines. Ils sont là, ça se voit. Je ne peux pas les oublier, c'est mon histoire, mon nostalgie à moi. Ma foi, c'est normal que je présente aussi ma foi parce que je suis musulmane et je suis française, de montrer aussi à toutes les personnes qu'on peut vivre avec les trois, être à l'aise et d'être bien dans sa peau. C'est pour ça que je me présente, c'est pas pour me présenter parce que je voudrais montrer les gens qui je suis, non. C'est tout simplement dire, voilà, je vis avec les trois et je vis très bien. Et vous pensez qu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent que c'est pas possible? Il y a certaines personnes, c'est compliqué. Vous l'avez ressenti, vous? Je l'ai senti, il y a des gens qui changent leur nom de famille. Je trouve pas changer mon nom et mon nom de famille pour... Je m'appelle aujourd'hui Latifa, si je m'appelle Nathalie, ça va se... Franchement, il faut mieux rester comme on est, il faut accepter ses origines, d'où on vient. Et c'est des gens qui ont des mal à accepter notre différence, c'est dommage. Voilà, moi je dis c'est dommage, parce que moi quand je suis arrivée en France, j'avais envie d'apprendre avec les femmes et les hommes français pour apprendre les valeurs, le respect, surtout le domaine. J'avais cette soif, j'avais besoin d'apprendre. Et c'est dommage, c'est pas l'inverse aujourd'hui, que aussi on a besoin des gens qui apprennent aussi sur nous, d'où on vient, qu'on est, où est-ce qu'on est né, quelle fête qu'on a, voilà, c'est important, quelle musique on écoute. On ne s'y intéresse pas suffisamment aujourd'hui en France? Non, pas du tout. Moi je vous dis, j'ai appris avec pas mal de femmes que je n'oublierai jamais, elles sont gravées dans ma vie et dans ma mémoire. Quand je pose la question, qu'est-ce que vous avez pris avec Latifa, elles me disent, ah, c'est un bon couscous, Latifa. Ça me fait mal. Parce que moi, je n'ai pas pris le repas avec les femmes et les hommes que je côtoyais. J'ai appris les valeurs, j'ai appris le respect, j'ai appris l'histoire, j'ai appris la langue. Voilà, c'est une richesse pour moi. Alors pourquoi on apprend que le couscous avec Latifa? Comment devrait être, selon vous, l'intégration en France? Vous parlez justement du fait que vous êtes intégré à la culture française. Votre association, dans le descriptif, dit l'association va à la rencontre des parents, particulièrement des femmes seules, afin de les aider lorsqu'ils sont eux-mêmes d'origine étrangère, à ancrer l'éducation de leurs enfants dans la culture et les usages français. L'intégration ne doit pas être qu'un mot, ni un vœu pieux. Elle s'éprouve de l'intérieur par la conscience que l'on a d'être membre d'une société et citoyen à part entière du pays dans lequel on vit, où l'on a grandi. Vous savez, quand je suis arrivée en France, il y avait cette mixité. Ça aidait beaucoup. Moi, j'ai pas connu les cités.
J'ai eu cette chance parce que mon mari travaillait à la CNCF, il y avait des immeubles réservés aux cheminots. Mais aujourd'hui, quand je pars aux cités, on a quand même laissé ces familles entre eux. Ils ne peuvent pas s'intégrer. On ne peut pas s'intégrer quand on est entre nous. Ils voient jamais d'autres personnes Non, autres? ben non. Moi, je vis dans les quartiers, c'est des Africains, des Maliens, des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, des Romains, des Syriens. Voilà, il y a pas des Français de souche, comme me dit le président Hollande. Dévasté par de jeunes lycéens, français de souche, comme on dit. Quand je suis arrivée en France, il y avait des Italiens, il y avait des Portugais, il y avait des Espagnols, il y avait des Français, il y avait des Marocains. Il y avait un peu de tout. C'est ça s'intégrer plus facilement, d'aller vers les autres. Moi, je voulais aller vers les Français, d'apprendre que d'aller avec une Marocaine. Parce qu'avec une Marocaine, on a la même histoire, on sait d'où on vient, mais c'était plus fort pour moi d'aller vers des familles françaises pour m'intégrer, pour apprendre et après de fonder une famille. C'était important pour moi. Et comment favoriser cette intégration justement aujourd'hui? Comment empêcher qu'il y ait un communautarisme, des personnes qui restent entre elles dans les cités? À chaque fois dans ma conférence où j'appelle à cette ouverture des cités, il faut ouvrir ces cités, il faut les mixiter, Comment on les ouvre? il faut les mixiter, il faut mélanger les gens. Il faut ramener des Français dans les cités? Bien sûr, ou de ramener des gens des cités dans le lieu où y habitent les Français. C'est là il faut faire les mélanges. De donner plus d'importance. Par exemple, dans les écoles, c'est pareil, il faut faire de la mixité. Moi, il y a des écoles que j'ai fait aujourd'hui. La plupart des écoles, il y a plusieurs nationalités, certes, mais il n'y a pas de français. Oui, on trouve, il me dit il y a de la mixité, mais où la mixité? C'est des Syriens, Romains, Marocains, Algériens, Tunisiens, ok, mais pas des Français. Ça, c'est dangereux, selon vous? C'est pas que c'est dangereux, ça va des mal à s'intégrer les jeunes, c'est dommage. Parce que quand il y a un mélange, on peut parler sur beaucoup de choses. On sait qu'on est en France, on sait qu'on est dans un pays laïque, on sait qu'on a un pays, on est tous républicains, on est tous des enfants de la République, on doit tous vivre ensemble et d'être ensemble. C'est ce qui est très important. Est-ce que vous savez aujourd'hui où se passe la radicalisation, justement? Vous savez, la première école, moi je dirais, c'est les prisons. Un délinquant qui fait un petit vol, un petit trafic, il se trouve dans les prisons et c'est là où il apprend quand il sort pire qu'il est rentré. Ça, c'est déjà un gros problème parce que je l'ai constaté et j'ai pas peur de le dire. Et c'est qui va favoriser ça? Les personnes au sein de la prison? Vous savez, quand on est dans les prisons, on est dans les cellules. Si on fait travailler ces jeunes, si on les fait forcer faire des formations, etc., on les coupe. Si on les laisse entre eux, c'est là où ça pêche que de la haine. Ça ne va pas donner des bons sens. Parce qu'il suffit d'un qui est mal dans sa vie, mal dans sa peau, et il peut prendre ce jeune qui est fragile, et qui peut le manipuler comme il veut. Et quand il sort ce jeune de prison, il est déjà contaminé. Et quand il est contaminé, il cherche plus sur le réseau. Parce qu'il a déjà une base de haine. Alors on va chercher encore plus loin. Quand on est dans les cités, le cité, malheureusement, quand on laisse un vide, la République, elle est absente. La sécurité, elle est absente. Qui la remplace? La délinquance, la drogue, la violence et le terrorisme. C'est pour ça que je dis, cette cité doit s'ouvrir et on ne doit pas laisser ce vide. Si je vous écoute, pour vous, la responsabilité principale, elle est dans les mains de l'État, dans les prisons, dans le fait qu'il y ait moins de sécurité dans les cités? Tout le monde a une part de responsabilité. On ne peut pas dire que l'État, la société aussi a une part de responsabilité. Les parents, certains parents aussi sont responsables. L'école aussi est responsable. Les acteurs de terrain, ils sont responsables. Tout le monde prend sa part de responsabilité. Cette jeunesse, elle trouvera sa place et c'est l'avenir de demain. Aujourd'hui, quand on entend un jeune, ils disent « C'est quoi mon avenir, madame ?» Moi, ça m'inquiète. Alors je vous arrête juste un instant, selon vous, à qui incombe la responsabilité? Dites-le nous en commentaire, je vous laisse. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a une instrumentalisation de la part des médias sur la religion musulmane en particulier? Oui, certains médias, malheureusement, quel dommage. Moi, quand des fois je regarde, cette mal qu'ils font pour les musulmans qui vivent en France ou en Europe, parce que l'islam c'est une religion comme l'autre, et là il est en train de diviser les gens et
Et les gens, ils sont inquiets, ils ont peur, ils sont soucieux. Un musulman, il ne peut pas tuer. Un musulman qui est respectueux, qui pratique sa foi, il ne peut pas faire du mal à l'autre. C'est impossible. Mais aujourd'hui, malheureusement, certains médias, on affiche l'islam, on affiche les musulmans intégristes, terroristes, islamistes. On a tout. Quel dommage. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains Français qui ont peur des musulmans parce que, de par cette instrumentalisation-là, de par le fait que les médias instrumentalisent le fait que c'est des actes terroristes commis par des musulmans? Bien sûr, vous savez, quand vous voyez des gens, moi ça m'arrivait à moi, d'être par exemple à la gare avec ma valise, les gens, si vous êtes dans un café, les gens sont méfiants, ils vous regardent, est-ce que c'est une valise, est-ce que c'est pas autre chose, vous voyez, c'est... Vous? Oui, ça m'arrivait, parce que je porte un foulard, tout simplement, et le regard, il est là, et quand vous parlez avec des gens dans la conférence, par exemple, ils vous disent, faites quelque chose, madame, on a très peur. Est-ce que c'est vrai, c'est dangereux, l'islam? Je dis, mais ça n'a rien à voir. Si vous lisez un peu l'islam, c'est pour la paix, c'est pour le salam, c'est pour... Là, pour moi, c'est pas des musulmans, c'est une secte dans le monde, elle est là, que ce soit en Europe ou au Maghreb ou n'importe où, pour faire du mal à la société, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut un peu de chacun de nous qui fait l'effort et si on a peur, on a la colère, et la colère, on a la haine, et là, ça devient dangereux. Vous sentez qu'il y a une haine qui peut monter aussi chez les musulmans? Une colère par rapport à... Moi, je pense pas, les musulmans, non. Ça fait mal, ça blesse. Aujourd'hui, pas longtemps, ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai rencontré des jeunes qui ont bien réussi dans leur vie. Il y en a un jeune de 27 ans, 30 ans je pense. Il m'a dit, Madame Ibn Zeten, je pense qu'il faut rentrer dans le pays d'origine des parents, parce que la France, il ne veut pas de nous. J'ai dit non, mais qu'est-ce que tu dis là? Il me dit, je sens que la France, ils ne nous aime pas. Et là, ça fait mal. La France, elle vous aime pas? Oui, là, ça fait mal. Justement, par rapport à ça, que pensez-vous aujourd'hui du projet de loi immigration qui est débattu en ce moment à l'Assemblée nationale? Moi, je pense que c'est un bon projet. Je ne suis pas contre les migrants. Le contraire, les gens qui quittent leur pays, il y a une raison parce qu'ils cherchent la sécurité par la guerre, par la politique, par la misère et des fois par l'ignorance. On quitte parce que peut-être on va trouver quelque chose de mieux ailleurs. Mais moi, j'ai dit aujourd'hui, quand on a la misère dans certaines cités et on ramène encore de l'autre misère, on ne va pas jamais s'en sortir. C'est pour ça qu'il faut faire quelque chose. Quand on est dans une cité qu'on vit très mal et on ramène encore des migrants pour faire encore plus mal, alors eux, ils souffrent et nous aussi. Je trouve que c'est une démarche qui est bien. Si les gens ils comprennent. C'est dur que je viens de dire, c'est très dur, mais la réalité, elle est là parce que je suis sur le terrain. Je ne suis pas là pour défendre le ministre ou défendre la politique, non, pas du tout. Mais je défends la réalité, ce que je vois. Si aujourd'hui nos enfants, s'ils n'y arrivent pas, comment ils vont arriver, les migrants? Il faut déjà s'occuper des personnes qui sont peut-être mal intégrées aujourd'hui. Mal intégrées déjà là, des gens qui sont dans les foyers, qui sont abandonnés, des enfants qui vont sortir des prisons, des enfants qui sont dans les écoles, tout cet âge-là, qui vont être sur le terrain. Qu'est-ce qu'on va donner à toute cette jeunesse? Si on ramène les autres... Ceux qui sont là, il faut bien sûr, c'est des gens qui sont 5 ans, 10 ans, je pense qu'il faut les régulariser, c'est normal. Mais c'est des gens qui viennent non-stop, c'est quand même un gros problème. Pourquoi accepter de les recevoir en France? Ils sont rentrés, ils sont là. Soit il faut s'en occuper, mais il ne faut pas laisser les gens non plus dans cette misère. Moi, quand je vais à Paris, quand je traverse certains lieux, ça me fait mal au cœur de voir tous ces gens en dessous des tentes en plastique, le froid, qui font la queue pour la soupe du soir. C'est dur. C'est très dur ce qu'ils vivent. Parce qu'ils croient qu'ils vont trouver quelque chose de mieux, mais ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que j'ai dit, soit les aider où ils sont, avant qu'ils arrivent. Vous voyez, quand on voit des pays dans la pauvreté, dans la misère, il faut aller les aider là, avant qu'ils arrivent. Parce que s'ils arrivent, ça fait encore plus de la misère ici. Et ça fait plus de problèmes en France et en Europe. Aujourd'hui, quelles mesures concrètes on pourrait mettre en place
pour lutter contre le racisme? Vous savez, le racisme, ça a Aujourd'hui. toujours existé. Et je pense que le racisme, moi, je les vois comme ça. Je vois quand on s'aime pas soi-même, qu'on s'empare de chez soi, qu'on voyage pas, qu'on connaît pas la différence de l'autre, ben, on est raciste. Tout simplement. C'est parce qu'on n'aime pas soi-même. N'importe qui peut être raciste. N'importe quelle personne peut être raciste. N'importe. Mais le racisme, on grandit avec. Ça dépend comment on est éduqué. C'est les parents qui transmettent le racisme. Bien sûr. Parce que ils peuvent, vos parents, ils vous dire, ne jouez avec un tel ou un tel, ne vous approchez pas. Et l'enfant, bah, quand les parents ils le disent, bah, l'enfant il a peur, il n'approche pas. C'est quelque chose que vous avez entendu, vous? Oui, et ça grandit avec. Quand vous parlez avec un jeune, il vous dit, moi, mon père ou ma mère, il m'interdit de jouer avec Kader ou avec Mohamed parce qu'il vient d'ailleurs. Et je dis, mais pourquoi? Au contraire, tu apprends plein de choses. Non, ils sont dangereux. Voilà, le mot dangereux. Et l'enfant, il grandit avec ce mot dangereux. Et ça peut créer en lui cette séparation de différence et toujours la peur. Ben, la peur, comme je vous dis, la colère s'installe la haine et ça crée le racisme dans la personne. Est-ce qu'à l'école, par exemple, il y a des cours d'empathie qui ont été mis en place? Ça peut causer du mal à la personne et la personne peut se suicider. Dès tout petit, dès la crèche, ils apprennent à se respecter, accepter les limites de chacun. C'est le b.a.-ba. J'espère que ça va changer. Est-ce que ces cours-là, ça va concrètement aider à lutter contre le racisme? Non, au contraire. Moi, je suis très ouverte. Si on retire la liberté d'un prof qui parle dans l'histoire ou un journalisme qui fait un dessin, c'est la liberté, au contraire. Et vous faites référence à Samuel Paty, Charlie Hebdo? Voilà, il faut respecter. On ne doit pas tuer les gens pour... Ça, c'est vraiment... Ça m'a fait tellement mal pour ces profs. Pour Samuel Paty, ça m'a choqué, moi. Parce que dans notre foi, dans notre religion, déjà dans l'islam, le prophète, il a dit, l'enseignant, il peut être prof, il peut être prophète. Vous voyez, la place où il avait l'enseignant, il peut être un prophète, parce qu'il enseigne, il apprend le savoir. Alors, comment on peut tuer un prof? C'est grave. Pourquoi on a l'impression que ça, ce que vous dites là, on l'entend peu ou pas? Que les jeunes, très certainement des jeunes musulmans, n'ont pas reçu cet enseignement là aussi. C'est pour ça que je vous dis, ça manque à certains parents l'éducation, parce qu'eux ne l'ont pas reçu et ne peuvent pas transmettre à leurs enfants. N'oublie pas, il y a des mères qui vivent seules aujourd'hui en France, beaucoup de mamans qui sont seules avec leurs enfants. Il y a des mères qui travaillent trop tôt le matin et travaillent tard le soir. C'est qu'il faut les enfants et grandir seuls. Chez eux. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas des choses qu'on peut apprendre avec nos parents. Et ce qui manque. Alors, ce qui manque à la maison, si on montre à l'école, ben, on est choqué. Tout de suite, le choc. C'est comme cette école qu'ils ont montré des tableaux, mais je ne vois pas où il y a le choc de voir un tableau avec des femmes toutes nues. Je ne vois pas où il y a le choc. C'est un tableau, et il faut regarder, ça s'arrête là. Soit 10 ans, ou 9 ans, ou 14 ans, ça ne change rien. On est dans une culture française, on est dans un pays laïque, on apprend des choses. Même quand on va à l'étranger, il y a plein de choses qu'on voit, et on dit « Ah, ça existe ça », mais oui. Est-ce qu'il y a un choc des cultures, justement, par rapport à ça? Vous savez, je suis partie une fois, ça fait un petit moment, dans une ville à l'étranger, musulman, que je ne vais pas citer le nom, et j'avais trouvé un grand géant sapin de Noël, mais géant, décoré et tout ça. Et je dis, waouh, voilà l'ouverture. Pourquoi pas ça, on n'a pas en France? Parce que moi, j'ai toujours fêté les fêtes de Noël avec mes enfants. C'est une fête comme toute fête. C'est la fête de Noël, ça réunit la famille, le partage, la joie, les cadeaux, les lumières de cette sapin, c'est le bonheur. Et je ne vois pas où il y a le mal. Et aujourd'hui, quand vous posez la question à un enfant, il te dit, mes parents, ils ne veulent pas, il dit, c'est pas notre fête. Et quel dommage, parce que leurs enfants, ils vont à l'école avec des autres enfants. Moi, je préfère qu'un enfant qui pose la question, est-ce que le Père Noël il est passé, il va dire, mes parents, ils ne le font pas. Oui, j'ai le Père Noël qui est passé, j'ai... C'est partie de la culture française et certains le rejettent. C'est ça les valeurs. Quand on vit dans un pays européen,
On vit avec nos valeurs et la valeur de pays, on vit. Et on vit avec les deux. Moi, j'ai transmis à mes enfants les deux. Et où doit se situer la limite selon vous dans la laïcité dans le rapport, typiquement un exemple récemment pour la fête de Hanouka, le président Emmanuel Macron a allumé des bougies à l'Élysée. Emmanuel Macron est au cœur d'une polémique après cette vidéo où on voit le grand rabbin de France, Haïm Korsia, allumer une bougie pour la fête juive Hanouka en présence du président. Et la polémique, c'est que la scène se passe au sein de l'Élysée, dans la salle des fêtes. Ça a eu lieu jeudi soir à l'occasion de la remise d'un prix au président pour la lutte contre l'antisémitisme. Il y a eu beaucoup de débats aussi par rapport à la religion musulmane, le port du voile, l'abaya à la rentrée qui était assimilé comme étant un vêtement religieux. Où est-ce que doit être la limite selon vous? Est-ce qu'on doit fixer des règles? Ça fait la polémique, ça fait beaucoup. Quand il y a quelque chose, on fait beaucoup de polémiques. Ça, c'est... Quand il y avait Moi, j'ai dit, c'est dommage, quand il y avait cette rentrée scolaire et qu'on a parlé non-stop sur l'abaya, ça fait stigmatiser les musulmans, ces jeunes filles. Ça fait beaucoup de mal. Vous savez, quand j'ai parlé avec une jeune fille, je dis, mais pourquoi tu l'as mis? Est-ce que c'est important? Mais c'est la mode, madame. Mais quelle mode? Tout le monde en abaya dans une classe. C'est pas une mode, hein. Une robe longue, une robe courte, je sais pas moi, des couleurs, tu peux faire plein de choses, mais pas spécialement. Hein. Il me dit oui, mais ça existe en gris. Oui, mais ça reste long, ça reste. Voilà, c'est l'école laïque, on doit respecter, on ne peut pas mettre des signes religieux. Je sais que l'abaya, c'est pas religieux, c'est pas marqué on kill pas, mais pour eux, les lois de la laïcité, je ne pense pas qu'il est contre l'abaya, mais l'Institut française et l'école laïque, ils n'acceptent pas. Et bien, il ne faut pas la mettre. Il faut être neutre. Et on ne doit pas faire autant de polémiques qu'on fait aujourd'hui. Ce qui s'est passé en Élysée, vous savez, ça peut arriver. Ils étaient pour mettre un prix ou quelque chose, et c'était ce jour-là qui démarre la fête Hanouka. Et c'est le grand rabbin de France qui l'a souhaité d'allumer là. Peut-être une erreur ou pas d'erreur, mais je pense qu'il ne faut pas polémiquer pour ça. Ça vous a pas gêné, vous? Moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi? D'allumer une lumière, j'espère qu'on aura tous clairci dans le monde ce qu'il faut souhaiter. La lumière partout, ce qu'on a besoin. Donc pour vous, pas besoin d'une laïcité à l'extrême? Non, il ne faut pas être à extrême parce que je pense que le président de la République, il peut être à l'église, qui peut être à la mosquée, qui peut être à la synagogue, qui peut recevoir des musulmans à l'Élysée, qui peut recevoir des autres religions comme le judaïsme. Je ne vois pas où il y a le mal. Il y a une ouverture. Hein. C'est des passages, c'est des gens en passage. Si je rentre en Élysée avec mon foulard, ils vont me dire de l'enlever parce que vous rentrez voir le président? Non. Si on vous avait demandé de l'enlever, vous l'auriez mal pris? Non, j'ai toujours été respectée. Et une fois, j'étais malheureusement un petit peu humiliée à l'Assemblée nationale, ça je n'oublierai jamais. Vous êtes respectable en tant que maire. Non, madame, je veux dire, pas en tant que musulmane. Vous avez fait du mal à la laïcité et vous faites toujours. Pour quelle raison? Parce que comme Marine Le Pen, vous l'assimilez à l'islam. L'islam est une question qui n'a rien à voir avec la laïcité en l'occurrence. Vous avez dit quelque chose qui m'a révulsé, excusez-moi de vous le dire publiquement là. Vous avez dit que votre fille ou vous, je ne sais pas, était française et marocaine. Non madame, en nationalité, on est ou français ou marocain. Non monsieur, je n'oublie pas où je viens. Je n'oublie pas où je viens. Vous avez essayé de présenter l'islam comme une religion tolérante et l'islam est tout sauf libre, égal et fraternel. Mais madame, le statut de la femme, la discrimination au niveau de la liberté. Je suis libre, monsieur. Ils m'ont dit, vous êtes une mère, mais on ne considère pas que vous êtes une femme, vous retirez ce chiffon de votre tête. On vous a parlé comme ça? Ah oui, et là on comprendra mieux. Il y avait deux hommes qui je n'ai jamais cru, vous voyez, des hommes certain âge, cultivés, qu'on ne pense même pas, qu'on ne pense même pas du tout. Et un qui travaille sur le droit de l'homme, et puis l'autre, je ne sais pas ce qu'il faisait, vous voyez. Ça peut, vous voyez, des fois, on ne peut pas méfier sur l'apparence de la personne. Vous avez vécu une épreuve terrible. Votre fils s'est fait assassiner dans un acte terroriste. Je ne sais pas s'il y a des épreuves aussi terribles que ça, mais comment on arrive à surmonter cette épreuve-là? Vous savez, c'est très compliqué à expliquer tout ça. C'est très dur. Je souhaite à personne. La douleur, elle est toujours là. Elle ne guérira jamais.
Mais Ahmed, mon fils, c'était plus qu'un fils. Beaucoup plus. Ma moitié qui est partie aujourd'hui. Mais il fallait que j'aille à Toulouse, c'était important pour moi de voir où il était assassiné mon fils, parce que j'ai dit sûrement avant de partir, il m'a laissé quelque chose. Il ne peut pas partir comme ça, c'est impossible. Parce qu'on partageait beaucoup de choses ensemble. Et quand je suis arrivée dans ce gymnase, j'ai trouvé qu'il y a des traces de sang. Je frottais ce sang moi-même. Et vous savez, quand j'ai crié dans ce gymnase, ma voix, ça a résonné. Et je dis peut-être il y a quelqu'un qui va s'arrêter. Une voiture. Ou le gardien de ce gymnase qui peut sortir. Mais là, il n'y a personne. Et c'est là où j'ai dit, mon fils, sûrement il est mort en souffrance. Je me suis mis à genoux et j'ai dit à Ahmed, ta vie s'arrêtait là, mon fils, mais pas la mienne. Je vais aller chercher cet assassin. Je te promets. Je ne sais pas où c'est devenu cette force. C'est inexplicable. Et je me suis trouvée dans ce quartier du Zizar et j'ai tombé sur un groupe de jeunes. Et j'ai dit, je vais m'adresser à eux de demander où il habite, Mohamed Marrah. Et quand je me suis adressée à eux, une fois, deux fois, le troisième, il y en a un qui fait la tête comme ça, il se met à rigoler. Il m'a dit, vous ne savez pas, madame, Mohamed Marrah, c'est un martyr. C'est un héros de l'islam, il a mis la France à genoux. Vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas les journaux. Et je l'ai regardé, j'ai dit, mon Dieu. Ils me l'ont tué 2 fois. Ces jeunes. Savez-vous que je suis... Non, madame. Je suis la mère de Ahmed. Le premier soldat qui a tué mon fils. Et il me regarde et il me dit, vous êtes la maman du premier soldat? J'ai dit oui. Et vous me dites, c'est un héros, c'est un martyr, l'assassin. Et ces jeunes, ils m'ont cerclé. Je croyais qu'il leur est arrivé. J'ai dit, vous me laissez juste prier et je peux mourir sans problème. J'ai pas peur de mourir. Et ces jeunes, il a retiré le casquette et il y en a qui cachaient son cigarette, ils étaient mal à l'aise. Il m'a dit, on est désolé, madame, vraiment désolé. Mais regardez où on habite. Tournez-vous. Regardez ces quartiers. On est enfermés. La République nous a abandonnés. La famille ne peut plus rien faire pour nous. La société a peur de nous. Alors nous, on est déjà morts, madame. Vous ne pouvez rien faire. Vous savez, quand les rails sont enfermés, madame, ils deviennent enragés et sortent et font le ravage de la société. Voilà ce qu'on est, nous. Moi, je regarde ces jeunes et je dis, mon Dieu, mais je dis, la République, c'est vous. Vous êtes républicain. Vous êtes né en France, oui. Mais vous êtes républicain, pourquoi vous dites ça? Mais vous n'avez rien compris, madame. Oui, je comprends. Vous n'avez pas de chance. Il fallait la chercher. Vous n'écoutez pas vos parents, voilà où vous vous trouvez. Vous n'avez pas suivi vos études, voilà, vous êtes dans les rues. Mais expliquez-moi. Mais vous n'avez pas compris. On est mal accepté, madame. On n'a pas notre place. Alors nous, on est déjà morts, madame. Mais vous êtes une mère, courage de venir jusqu'à ici, de chercher l'assassin de votre fils. S'il vous plaît, parlez à nos frères. Moi, je le regarde. Parlez à nos frères, madame, s'il vous plaît. Et il m'a tenu la main comme ça. Et je dis, je te promets, je ferai ce que je pourrais faire. J'ai créé cette association, c'est pour rendre hommage à mon fils.
mais vous êtes l'origine de ma souffrance. Et moi, je vous tends la main. Je vous promets. Je suis partie. Je suis partie et quelques jours, je me suis mis sur le terrain et j'ai commencé à faire des conférences. La première conférence que j'ai faite, c'était à Toulouse. Et c'est comme ça que c'est parti. Et quand je suis venue chercher ces jeunes, ils ne sont plus là. Et là, le mot qui me disait « on est déjà mort », je n'ai pas compris. Je n'avais pas d'expérience comme maintenant. C'est quelqu'un qui va me dire « je suis déjà mort, madame » ou « je vais mourir », je ne vais pas le lâcher. Là, je vais faire tout mon possible pour l'accompagner et pour l'aider de sortir de cette crise noire qui vit dedans. Mais hélas. Et aujourd'hui, tous ces jeunes, ils passent toujours dans mes yeux quand je parle d'eux. J'ai jamais oublié ce visage. C'est pour ça que je travaille aujourd'hui et que j'ai cette force grâce à ces jeunes et grâce aussi vraiment à mon fils, l'éducation que je lui ai donnée. J'ai toujours dit à mes enfants, tu prends une claque, tu te lèves. Tu prends une deuxième claque, tu te lèves. Je ne veux pas le savoir. Tu dois travailler pour réussir. C'est pas parce qu'on prend une claque qu'on dit on a tout perdu. Non, on rattrape et on se lève. Quand j'ai été voir le procureur à Toulouse, il m'a dit, madame, soyez fière de votre fils. Soyez très fière, parce qu'il a refusé de se mettre à genoux, il est mort debout. Alors, qu'est-ce qui me reste à moi? C'est de rester debout pour lui et d'aider cette jeunesse. Et la souffrance, elle est là. Et je dois continuer. Est-ce que vous avez un souhait pour l'avenir, justement, quelque chose un message à faire passer aux jeunes? À chaque fois, je dis aux jeunes, baissez pas les bras, démarrez votre moteur. Il faut le démarrer. Vous savez, le moteur, il est là. Si on le démarre, on réussit. Si on ne le démarre pas soi-même, il n'y aura personne qui démarre à votre place. Alors, il faut démarrer son moteur. C'est très important. Parce que toute cette jeunesse, c'est l'avenir. Le monde, il est beau et on doit laisser encore plus beau pour eux. C'est important. Moi, mon souhait, c'est si je pourrais bouger les montagnes pour aider cette jeunesse, je le ferais. Parce que j'ai vu tellement de souffrance. Tous ces jeunes placés, tous ces gens qui vivent sans amour. Parce que l'amour, ça fait grandir. L'amour, ça donne de l'espoir. L'amour, ça vous donne l'envie de rêver, de voler avec vos propres ailes. Alors je dis, malgré qu'on souffre, malgré qu'on a un passage difficile, il faut toujours compter sur soi et démarrer son moteur et on arrivera. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à mettre un commentaire, à laisser un j'aime et à vous abonner en activant la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Je vous rappelle aussi que tous nos contenus sont disponibles en audio sur nos plateformes de podcast et qu'on vient de lancer une newsletter qui est disponible tous les vendredis. Tous les liens sont en description. D'ici là, portez-vous bien, salut!